Depuis des milliards d'années, la Terre perpétue sa danse autour du Soleil. Ce ballet immuable est sous l'influence d'une machine complexe, le climat. Entre période glaciaire et réchauffement, ces fluctuations régulières remodèlent sans cesse la mosaïque de nos paysages. Mais l'homme a enrayé cette implacable mécanique climatique. Aujourd'hui, il doit faire face à une hausse inexorable des températures moyennes. De la banquise arctique au cœur de l'Amazonie, des déserts africains aux îles tropicales, des zones les plus reculées au centre des grandes mégalopoles, face à ce réchauffement inédit, aucune région ne sera épargnée. Alors à quoi ressemblera notre Terre à l'horizon 2100? La nature et les hommes sauront-ils faire face à des changements d'une telle envergure? Sur le terrain comme dans les laboratoires, des scientifiques du monde entier sont engagés dans une course contre la montre. Leur but, comprendre les conséquences du changement climatique pour mieux prédire l'avenir de la planète et celui de l'humanité. Bonjour et merci de nous rejoindre. Je suis Sam Champion et voici les nouvelles du jour. L'ouragan Kyle est en train de quitter nos côtes, mais le sud de Miami est toujours sous les eaux. La canicule meurtrière de Chicago va-t-elle prendre fin après un été marqué par les records de température? Des côtes sous les eaux, des canicules intenses, des cyclones dévastateurs. Ce bulletin météo du futur, imaginé par l'Organisation météorologique mondiale, a de quoi faire frémir. S'il s'agit d'un scénario de science-fiction, il est néanmoins basé sur des prédictions bien réelles. Car les experts sont formels. Le réchauffement climatique est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies. Cela fait plus d'un siècle que les chercheurs scrutent sans cesse le climat de la Terre. Aujourd'hui, dans l'air, sur Terre et en mer, ce sont 9 satellites, 3000 avions, 11 000 stations d'observation terrestre, 1300 ballons-sondes, 4000 bateaux en mer et 1200 balises flottantes qui analysent à chaque seconde le moindre paramètre climatique. Ces données ont déjà mis en évidence une élévation moyenne de la température de surface de 0,85 degrés depuis la fin du 19e siècle. Le niveau des mers marque quant à lui une élévation de 20 cm sur la même période. 20 cm, 0,85 degrés. Ces deux petits chiffres peuvent paraître insignifiants, mais ils sont déjà lourds de conséquences. On commence à atteindre des vitesses d'augmentation du niveau de la mer qui commencent à être comparables à ce qu'il y a pu avoir lors de la déglaciation il y a entre moins 20 000 ans et moins 16 000 ans. On a fait subir à la Terre des changements irréversibles. Elle ne sera plus jamais comme avant. Ce que l'on fait aujourd'hui, ce qu'on va faire entre 2015 et 2020, aura des conséquences inéluctables sur le climat, alors je le dis toujours, sur le climat des gamins d'aujourd'hui. Selon les spécialistes, le changement climatique aurait atteint aujourd'hui un point de non-retour. Alors, à quoi faut-il s'attendre au cours des prochaines décennies? Pour comprendre l'ampleur des changements à venir, il faut d'abord remonter le temps. En région parisienne, dans un des plus grands instituts de recherche climatique d'Europe, dorment les témoins des climats passés. Au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, on archive soigneusement plusieurs centaines de carottes de sédiments marins prélevés dans les océans du monde entier. Au fil des ans, les sédiments composés de restes d'organismes s'accumulent en effet au fond des mers. Leur composition et leur teinte varient en fonction de la température océanique.
En auscultant ces carottes dans leurs moindres détails, la paléoclimatologue Claire Valbruck est ainsi capable de reconstituer le climat du passé sur des centaines de milliers d'années. Ici, vous avez une section d'une carotte qui a été prélevée au large du Brésil et qui qui couvre la période entre 310 000 ans et 360 000 ans, ici au bas. Ici, on a une partie plus claire qui est caractéristique d'une période interglaciaire plus chaude et une partie plus sombre qui est une période glaciaire associée à des températures plus froides. Et on a la preuve que le climat est quelque chose qui a varié de façon naturelle dans le passé. On peut, grâce à ce genre d'archives, en fait, quantifier les variations climatiques et puis les dater. La couleur des sédiments ne donne qu'un premier aperçu des variations climatiques. Mais en analysant chacune des strates, les chercheurs peuvent aller plus loin et reconstituer avec précision les variations de température au fil des millénaires. Un échantillon de 1 cm couvre ici une période de 500 ans. Après avoir été lavés et tamisés, les sédiments révèlent alors au microscope des milliers de petites coquilles. Des fossiles dont la composition varie en fonction de la température de l'eau. Toi, ça a une taille suffisante pour que tu reconnaisses ces espèces? Depuis 400 000 ans, on observe des variations régulières. Les climatologues ont ainsi mis en évidence de longues périodes glaciaires d'une durée d'environ 100 000 ans. Les périodes chaudes comme la nôtre sont plus courtes, de 10 000 à 30 000 ans. Depuis toujours, c'est le mouvement de la Terre autour de son étoile qui dicte ces soubresauts du climat. L'orbite terrestre n'est pas parfaitement circulaire. Elle décrit une ellipse qui s'allonge plus ou moins sur une centaine de milliers d'années. L'axe de notre planète varie également. Sa direction et son inclinaison changent. Ces paramètres combinés jouent sur la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre. Quand les pôles reçoivent légèrement moins de rayonnement, une épaisse calotte glaciaire peut alors se former, entraînant le refroidissement de l'ensemble de la planète. A l'inverse, si la Terre reçoit davantage d'énergie solaire, la calotte peut fondre et enclencher une période chaude. Grâce aux différentes données issues des carottages océaniques mais aussi terrestres aux 4 coins du monde, la climatologue Valérie Masson-Delmotte étudie avec précision cette variabilité naturelle du climat. Qui varie à différentes fréquences. Elle peut ainsi comparer la vitesse et l'ampleur du changement actuel avec ceux des réchauffements passés. On a 2 courbes, en fait, une seule ça suffit largement. Quand on prend simplement les variations récentes entre guillemets du climat, c'est-à-dire les derniers cycles glaciaires-interglaciaires, les ordres de grandeur, c'est le record de froid, c'est un maximum glaciaire, c'est seulement environ 5 degrés de moins que le climat pré-industriel. Et ce changement-là, qui est le plus gros que nous, on ait connu comme humains, ça se produit avec un rythme à l'échelle globale, à l'échelle planétaire, de l'ordre de 1 degré par 1000 ans. Aujourd'hui, les températures ont augmenté de près d'1 degré en seulement 100 ans. Le changement climatique actuel est donc 10 fois plus rapide que la dernière déglaciation. Plus inquiétant encore, nous sommes déjà en plein milieu d'une période chaude et non au cœur d'une glaciation. L'augmentation du mercure pourrait donc nous faire sortir des cycles ancestraux. Ah ouais, bah alors là on en a compté plusieurs. Alors tu vois, ça dépend. 114. 100. Pour étudier plus précisément la période chaude actuelle, les chercheurs du LSCE ont recours à un autre marqueur climatique, le bois. Dis-moi combien il est, on va noter puis on verra. Le 3, après j'ai 41. Année après année, les arbres enregistrent en effet dans leurs cernes le moindre gel, la moindre canicule. Leur analyse prouve à quel point le réchauffement actuel est exceptionnel. Et puis l'écorce, elle est à... non, 106 et l'écorce, elle est à 108. On voit que ce réchauffement récent, depuis 1970, donc vraiment les derniers 30-50 ans, c'est une rupture par rapport aux petites variations naturelles du climat au cours des derniers 1400 années. Donc la grosse différence dans la perturbation actuelle et puis à venir, c'est à la fois l'amplitude potentielle, c'est-à-dire on sortirait de la gamme des phases chaudes récentes, et ensuite sa vitesse, c'est-à-dire beaucoup plus rapide que les variations passées naturelles du climat. Aujourd'hui, la Terre fait donc face à une situation inédite.
Non seulement elle se réchauffe de manière inhabituelle, mais en plus, ce réchauffement se fait à grande vitesse. Une véritable spirale infernale dont les causes n'ont plus rien de naturel. En 1896, le Suédois Svante Arrhenius publie une étude qui défraie la chronique. Il calcule que le doublement de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère peut entraîner un réchauffement moyen de 4 à 6 degrés. En d'autres termes, il envisage déjà un lien direct entre activité industrielle et climat de la planète. Mais ironie du sort, il s'en réjouit. À l'époque, on craint surtout une prochaine entrée en glaciation. Il faut attendre les années 80 pour que le débat prenne une toute autre tournure. En 1988, l'ONU et l'Organisation météorologique mondiale créent le GIEC, un groupe international d'experts chargé de statuer sur les causes du réchauffement. Pour Jean Jouzel, vice-président du GIEC, la conclusion ne fait aujourd'hui plus débat. Si on tient compte que des causes naturelles, eh bien, on n'explique pas le réchauffement des 50 dernières années. La conclusion du rapport du GIEC, c'est qu'une large part du réchauffement est déjà liée aux activités humaines. Et donc, c'est en premier lieu nos émissions de gaz carbonique. Alors, le gaz carbonique, on en émet à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du charbon, du gaz. Le gaz carbonique, le fameux CO2 dont on parle tant. Voilà donc le principal responsable du changement climatique actuel. Il s'agit de ce que l'on appelle un gaz à effet de serre, au même titre que la vapeur d'eau, le méthane ou encore l'ozone. Présentes naturellement dans l'atmosphère, ces molécules ont une action majeure sur le climat. La Terre est en effet chauffée par les rayons du Soleil, mais une grande partie de ces rayonnements est réfléchie et renvoyée dans l'espace ou bien dispersée dans l'atmosphère. Seule la moitié de l'énergie solaire est finalement absorbée par le sol et les océans. En réponse à ce réchauffement, des infrarouges sont alors libérés en quantité vers l'espace. Les gaz à effet de serre ont pour effet de piéger ces rayonnements dans l'atmosphère et de les renvoyer vers la surface. C'est ainsi que, cycle après cycle, ces gaz contribuent à réchauffer notre planète. L'effet de serre en soi n'est pas un phénomène inquiétant, puisque je dirais même que si nous n'avions pas ces composés, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, présents de façon tout à fait naturelle dans notre atmosphère, eh bien nous ne serions pas là, tout simplement. La température sera de l'ordre de moins 20 degrés. Donc l'effet de serre est quelque chose de bénéfique, c'est son augmentation qui pose problème. Industrie, transport, agriculture. Depuis le début de la révolution industrielle, les activités humaines émettent toujours plus de CO2, de méthane et de protoxyde d'azote, des gaz qui accroissent progressivement l'effet de serre. L'année 2013 a encore ajouté un triste record à la liste avec 39 milliards de tonnes de gaz carbonique rejetés à l'échelle mondiale. Mais à quel point ces modifications de l'effet de serre feront-ils grimper les températures? Quelle sera l'ampleur du changement dans les décennies à venir? Pour répondre à ces questions, le centre de simulation climatique de la NASA près de Washington fait tourner jour et nuit l'un des ordinateurs les plus puissants du monde. Son nom, Discover. Sa puissance de calcul, 400 milliards d'opérations par seconde. Avec 15 autres supercalculateurs répartis sur le globe, il a la délicate mission de prédire comment la Terre va se réchauffer. La tâche est titanesque, car le fonctionnement du climat est d'une incroyable complexité. Pour en deviner son évolution, les chercheurs de la NASA doivent en décortiquer chacun de ses plus infimes mécanismes. Il faut ensuite les mettre en équation et les traduire en lignes de code que Discover pourra assimiler. Gavin Schmidt est le directeur de l'Institut Goddard, le laboratoire spécialisé dans les sciences de la Terre à la NASA. Il a dirigé cet incroyable travail de dissection de la machine climatique terrestre.
L'ensemble du système climatique est extrêmement complexe. Il y a énormément de paramètres qui interagissent tous les uns avec les autres. Quand les rayons solaires arrivent sur Terre, ils affectent la température. La température affecte l'évaporation affecte l'humidité, l'humidité affecte les nuages affectent la pluie. Un modèle climatique, c'est cette représentation très élaborée du système climatique qui fait le lien entre nos connaissances sur chacun de ces processus. Ces modèles ne sont pas très éloignés de ceux utilisés en météorologie. Mais la météo est le temps qu'il fera demain, quand le climat est un temps moyen sur de longues durées. Les météorologues étudient surtout les modifications ponctuelles de l'atmosphère. Pour anticiper les températures de 2100, les climatologues doivent quant à eux s'intéresser aux tendances lourdes. Quand on doit faire des projections sur 80 ans, les paramètres importants sont les parties du système qui ont une longue mémoire. Savoir combien de CO2 on aura dans l'atmosphère, savoir comment l'océan réagira, ce sont les éléments clés. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Vous avez plus d'énergie qui rentre que d'énergie qui part du système. Cette énergie doit aller quelque part. Où va-t-elle? Dans les océans. L'augmentation des températures océaniques va alors agir sur les températures de la Terre et la planète va se réchauffer. Il faut donc connaître avec précision la concentration de CO2 dans l'atmosphère tout au long du XXIe siècle pour pouvoir calculer les températures de 2100. Mais impossible de savoir avec certitude si les hommes réussiront ou non à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour étudier plusieurs cas de figure, le GIEC a fixé 4 hypothèses de référence, 4 scénarios possibles d'évolution des émissions de CO2 au XXIe siècle. Discover ne nous délivre donc pas un monde de 2100, mais bien 4 futurs possibles et tous différents. Dans le pire des scénarios, les hommes ne font rien pour lutter contre le réchauffement. Les émissions de CO2 s'envolent et font plus que doubler d'ici la fin du siècle. Voilà alors le monde qui nous attendrait tout au long du XXIe siècle. Une toute autre planète où les températures moyennes augmenteraient de 4 degrés avec une hausse encore plus dramatique dans certaines régions. Vous pouvez commencer à voir vers la fin du siècle 5, 6, 7 degrés de plus en Afrique. En Arctique, 11 degrés de plus en 2100. C'est une planète qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît. Ces changements seraient si dramatiques qu'ils mettraient la Terre dans des conditions qu'elle n'a pas connues depuis peut-être 3 millions d'années. Ça nous renverrait au Pliocène. Et pendant cette période, la planète était très différente. Au Pliocène, en effet, la toundra recouvrait une large partie du Groenland et le niveau de la mer était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Heureusement, les 3 autres scénarios ne sont pas aussi dramatiques. Ils imaginent tous une réduction plus ou moins drastique des émissions au cours du XXIe siècle. Dans ce monde en particulier, le plus optimiste, nous mettons un coup de frein brutal à nos émissions dès 2020. Ici, les températures moyennes augmenteraient encore en réponse à nos émissions actuelles, mais elles se stabiliseraient ensuite. La hausse globale ne dépasserait pas 1 degré. Voilà une planète dans laquelle on pourrait s'adapter. Mais je pense que ce scénario est trop optimiste. Là, ce sont les mondes dont on héritera probablement. Est-ce que ce seront des climats auxquels on pourra s'adapter ou est-ce que les changements seront tellement importants que l'adaptation sera difficile? La question reste posée. Voici donc l'un des mondes qui pourrait bien devenir le nôtre demain. Les températures y seront en moyenne de 2 à 3 degrés plus élevées qu'aujourd'hui. Dans ce scénario, cette hausse se fera encore plus violente pendant l'été, jusqu'à 5 degrés de plus dans le sud de l'Europe. Aujourd'hui, des alertes rouges ont été activées à cause des températures maximales supérieures à 44 degrés dans une grande partie centrale du pays. Ces alertes se répéteront demain, car les températures se maintiendront, voire augmenteront. On atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes.
En 2100, le nombre de jours de grosse chaleur pourrait être multiplié par 6 sur le pourtour méditerranéen. Leur intensité aussi sera plus forte. Une canicule comme celle qui a frappé l'Europe en 2003 pourrait survenir un été sur 2 vers la fin du siècle, avec des conséquences désastreuses pour les personnes âgées ou vulnérables. C'est vrai qu'on a eu 15 000 morts en 2003 supplémentaires avec une canicule qui, à l'échelle du 21e siècle, pourrait n'être en fait qu'un été moyen. Et je pense qu'on sera mieux préparé, mais ce sera toujours des étés où il sera très difficile à vivre et on peut le craindre quand même avec là aussi des risques supplémentaires pour les populations fragiles. Si nos latitudes seront déjà durement touchées par ce réchauffement moyen de 3 degrés, une autre partie du globe verra le mercure augmenter encore plus dramatiquement, le pôle Nord. Selon les projections de Discover, l'océan Arctique pourrait enregistrer une hausse allant jusqu'à 9 degrés et le Groenland autour de 6 degrés. Le réchauffement d'une surface dépend en effet de sa couleur. L'océan est sombre, il absorbe une grande part du rayonnement solaire et se réchauffe rapidement. Un volume blanc comme la banquise, au contraire, réfléchit les rayons et conserve davantage de fraîcheur. Quand la banquise commence à fondre à cause d'une légère hausse de température, l'océan se retrouve à l'air libre. Résultat, le mercure monte et la banquise fond encore plus. C'est un véritable cercle vicieux. Plus la banquise fond, plus la température augmente. Et plus la température augmente, plus la banquise fond. Avec une hausse locale de 9 degrés, elle pourrait totalement disparaître en été dès le milieu du siècle. Les conséquences seraient alors dramatiques pour de nombreuses espèces polaires, comme les ours blancs, dont la survie dépend étroitement de ces grandes étendues d'eau de mer gelée. Mais au-delà de la banquise qui ceinture les terres, le Groenland est aussi recouvert d'une épaisse couche de glace. Et l'avenir de cette dernière préoccupe encore plus les climatologues. Si l'ensemble des glaciers continentaux du Groenland venait à fondre, il libérerait des quantités phénoménales d'eau douce qui se déverseraient dans les océans. Et il ferait monter le niveau de la mer de 7 mètres. Le destin des glaces est donc essentiel pour l'avenir de l'homme. Comment la calotte arctique va-t-elle résister avec 6 degrés de plus ? À Copenhague, on s'intéresse de près à cette délicate question qui divise la communauté scientifique. Le Center for Ice and Climate est un des plus éminents centres de glaciologie. Sous la direction du professeur Dorte Dahl Jensen, on analyse ici en détail les glaces si précieuses du Groenland. Les estimations dont on dispose sur la hausse du niveau des mers à l'avenir comportent beaucoup d'incertitudes. C'est probablement le chiffre le plus incertain que l'on ait. On voit des projections entre 20 cm et 2 mètres de nos jours. Et cette marge d'erreur vient de notre manque de connaissances sur le comportement des calottes glaciaires. On a juste besoin de mieux comprendre comment les calottes réagissent concrètement au réchauffement. Depuis 2007, le professeur Dorte Dahl Jensen a ainsi mis sur pied la plus ambitieuse mission polaire de ces dernières années. C'est le projet NIM, qui réunit plus de 300 chercheurs de 14 nationalités. Pendant 3 ans, les scientifiques ont foré la calotte polaire sur plus de 2500 mètres pour atteindre des glaces vieilles de 130 000 ans. À cette époque, il faisait alors jusqu'à 8 degrés de plus qu'aujourd'hui au Groenland. Un chiffre semblable aux pires prédictions pour 2100. Étudier la résistance passée de la calotte polaire à un tel réchauffement représente une opportunité unique pour se projeter dans le futur. Depuis la fin du forage, la carotte est précieusement conservée ici à Copenhague, dans cette chambre réfrigérée à moins 28 degrés. Yeah. One piece. One piece from name. 53 centimeters. Yeah. Okay, it's a beautiful piece. Grâce à des analyses quotidiennes, elle révèle peu à peu ses secrets.
Vous voyez ici une section de la carotte de glace de la mission Nîmes. Et vous pouvez voir toutes les petites bulles d'air ici. Ce sont des échantillons de l'atmosphère passés piégés dans la glace. Je trouve que c'est vraiment fascinant de trouver des preuves des changements climatiques passés dans des bulles d'air prisonnières des glaces. Au laboratoire, un cube de la carotte est chauffé pour en isoler les précieuses bulles d'air. En mesurant leur pression, on en déduit l'altitude du glacier au moment où les gaz se sont retrouvés piégés dans la glace. Les chercheurs de Nîmes peuvent ainsi déterminer le volume perdu par la calotte il y a 130 000 ans. Avant la mission, certains modèles avaient prédit la fonte presque totale du Groenland sous un réchauffement local de 8 degrés. Contre toute attente, les résultats de la mission Nîmes ont prouvé l'étonnante résistance de la calotte arctique. Les résultats nous ont vraiment surpris. On a pu constater que même s'il faisait alors beaucoup plus chaud, la calotte du Groenland n'a pas disparu. Le volume de la calotte s'est seulement réduit de 25%, ce qui équivaut à 2 mètres de niveau des mers. Cela montre que le Groenland est beaucoup plus résistant que ce que nous disent les modèles. Quand on se projette vers le futur, il est donc très peu probable que le Groenland contribue beaucoup à la hausse du niveau des mers. Les résultats de la mission Nîmes laissent présager une possible stabilisation du Groenland dans les siècles à venir. Mais de l'autre côté du globe, l'Antarctique est aujourd'hui l'objet de grandes inquiétudes. Ces glaciers commencent déjà à se déstabiliser et leur évolution future fait débat, tant ces mécanismes de fonte diffèrent de ceux du Groenland. Pour mieux les cerner, les scientifiques placent depuis une dizaine d'années le grand continent blanc sous haute surveillance. Les avions de la NASA sondent sa topographie si particulière. Les satellites altimétriques survolent la calotte pour mesurer avec précision sa perte de masse. Les robots sous-marins de la British Antarctica Survey plongent pour révéler l'envers de ces glaces flottantes. Grâce à ces données, les prédictions s'affinent peu à peu. L'Antarctique pourrait à terme faire s'élever jusqu'à 5 mètres les océans du monde entier. Mais cette fonte s'étalerait sur des siècles, voire des millénaires. À l'horizon 2100, les projections sont plus mesurées. Pour un réchauffement de 3 degrés, l'ensemble des glaciers du monde entier devrait ainsi faire monter les eaux jusqu'à 40 cm. Une hausse déjà conséquente qui devrait encore s'accentuer, car l'océan lui-même se réchauffe. Depuis 15 ans, les 3500 bouées du réseau Argo scrutent les mers du monde entier. Tous les 10 jours, ces sondes robotisées plongent jusqu'à 2000 mètres de profondeur pour enregistrer la moindre variation de température. Un satellite recueille en temps réel ces données pour les renvoyer ensuite sur Terre, et en particulier à Toulouse, au Lagos. Chercheur en océanographie spatiale, Benoît Messignac analyse les colonnes de chiffres relevées par le réseau Argo. Il peut ainsi relier ses résultats aux variations du niveau marin. En réponse au changement climatique, les océans se réchauffent. Et lorsque l'eau de mer se réchauffe, elle se dilate et donc occupe un volume plus important. Donc la même quantité d'eau située dans l'océan, occupant un volume plus important, le niveau de la mer a tendance à augmenter. Pour un scénario de réchauffement de 3 degrés, l'expansion thermique de l'océan à lui seul ferait monter les mers de 20 cm. Avec les 40 cm liés à la fonte des glaces, la facture globale atteindrait alors 60 cm. Mais ceci n'est qu'une moyenne. La montée des eaux sera loin d'être uniforme sur le globe. Dans certaines régions, en particulier entre les tropiques, la chaleur peut se retrouver concentrée, la dilatation thermique de l'océan est plus forte et le niveau de la mer augmente plus vite, de l'ordre de 90 cm. Et d'autres régions, plutôt proches des calottes polaires, autour du Groenland ou de l'Antarctique, où le niveau de la mer augmentera moins vite, plutôt de l'ordre de 30 cm.
Mais toutes ces projections dépendent encore une fois de l'ampleur du changement climatique à venir et donc de la capacité des hommes à réduire leurs émissions de CO2. Entre les tropiques, la zone la plus vulnérable, les eaux pourront localement monter entre 40 cm et 1,20 m selon les scénarios envisagés. Une marge d'incertitude considérable qui pourrait tout changer pour les côtes et en premier lieu pour les îles basses du Pacifique et de l'océan Indien. Kiribati, Tuvalu, les Maldives, ces terres culminent à seulement quelques mètres au-dessus des mers. Comment ces îles vont-elles résister ? Seront-elles irrémédiablement englouties sous les eaux en 2100 ? À Orléans, le Bureau de recherche géologique et minière analyse comment le changement climatique va refaçonner nos rivages. Gonéry Le Cauzanet s'est intéressé en particulier au cas des atolls de Polynésie, des îles très vulnérables qui ne dominent la mer que de seulement 4 mètres. Là, c'est l'île de Tupaï, qui est dans les îles de la Société, en Polynésie française. Là, il s'agit d'images qui ont été acquises en 1955. On peut repérer le trait de côte en suivant la ligne de végétation permanente, c'est une convention. Et en fait, si on regarde les images satellites qu'on a acquis en 2001, il s'agit d'images satellites, en fait, on voit qu'il y a eu un changement. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a certaines parties de cet atoll dont le trait de côte a reculé. Pour d'autres parties, le trait de côte a avancé, soit sur la mer, soit sur le lagon. Contre toute attente, la montée des eaux ne provoque pas systématiquement une érosion des côtes. L'étude de Gonéry Le Cauzanet prouve au contraire que chaque île résiste différemment. D'autres facteurs viennent en effet compenser ou au contraire aggraver le phénomène. L'urbanisation intensive, par exemple, fait s'enfoncer les sols et accentue l'érosion des côtes. A l'inverse, des cyclones peuvent parfois apporter de grandes quantités de sable sur les plages et les îlots s'agrandissent. Pour la fin du XXIe siècle, tout dépendra de l'ampleur du changement climatique à venir. Si le niveau de la mer s'élève de quelques dizaines de centimètres, il est possible que les facteurs locaux continuent à prédominer, les effets des vagues, des tempêtes, etc. Si au contraire le niveau de la mer s'élève de 1 mètre et surtout davantage, là, il est évident que l'on observera des effets majeurs. Donc on sera même probablement plus dans un mode d'érosion, c'est-à-dire avec transport de matériaux, mais même dans un mode de submersion permanente, avec des zones qui seront inondées de manière définitive. En première ligne de ces submersions à venir, les îles du Pacifique, mais aussi le sud de l'Asie et en particulier le Bangladesh, où les fréquentes inondations pourraient entraîner glissements de terrain et drames sanitaires. Seule lueur d'espoir, les eaux monteront progressivement, laissant aux populations une chance de s'adapter et peut-être de mieux protéger leurs côtes. Mais c'est surtout lors de tempêtes et de cyclones que la hausse du niveau de la mer se fera particulièrement dévastatrice. Au BRGM, on simule l'effet des tempêtes sur les côtes avec différents scénarios de montée des eaux. Le cas étudié est ici la station balnéaire de Palavas-les-Flots, dans le sud de la France. Avec une plage étroite, des dunes quasi inexistantes et des habitations en front de mer, cette côte est particulièrement vulnérable. Voici la simulation d'une forte tempête avec un scénario optimiste de 35 cm d'élévation du niveau marin. Ici, les vagues déferlent sur le front de mer. L'eau s'infiltre le long des premières habitations, mais les dégâts restent relativement limités. Voilà maintenant la même tempête avec un scénario de 1 mètre. Cette fois-ci, les vagues submergent facilement les digues. L'eau s'engouffre dans les rues, la ville entière se retrouve rapidement noyée sous plus d'1 mètre d'eau. Les submersions marines liées à des tempêtes deviendront plus fréquentes en 2100. C'est pas du tout un effet du climat sur les régimes de tempêtes, c'est pas qu'il va y avoir plus de tempêtes, c'est juste que des petites tempêtes pourront causer plus de dommages en fait. Dépasser des seuils, comme des murets, des choses comme ça, et causer des dommages qui peuvent être assez importants. Les dégâts causés par les événements extrêmes seront déjà aggravés par le niveau des mers. Mais l'évolution propre des cyclones laisse craindre le pire. Ouragans,
typhon, cyclone, autant de mots qui désignent un même phénomène tropical. Depuis Katrina, on les soupçonne de devenir de plus en plus violents. À Toulouse, Météo France est un des rares centres de recherche au monde à disposer d'un modèle climatique suffisamment fin pour anticiper l'évolution future des ouragans. Ces événements climatiques extrêmes comptent en effet parmi les plus mystérieux. Certains mécanismes liés à leur formation restent encore inconnus des scientifiques. Spécialiste des cyclones tropicaux, Fabrice Chauvin modélise chacun de leurs paramètres pour pouvoir prédire leur avenir. Ce à quoi on pourrait s'attendre à l'horizon de la fin du XXIe siècle, ça serait un nombre de cyclones qui serait stable, voire légèrement moindre que ce qu'on connaît aujourd'hui. Le réchauffement lui-même ne donne pas forcément plus de cyclones. Pour déclencher un cyclone, il y a des conditions à remplir qui sont plus larges que ça. Par contre, les cyclones seront probablement plus intenses en 2100. Parce qu'ils se déplacent sur des températures de surface de la mer plus chaudes. Et la température de surface de la mer, c'est un peu le fuel du moteur cyclonique. Quand les océans se réchauffent, l'eau s'évapore davantage. Il y a alors plus d'humidité disponible pour alimenter les cyclones déjà formés. Parallèlement, une atmosphère plus chaude est capable de contenir davantage de vapeur d'eau. Ce surplus d'humidité se condense à l'intérieur de l'ouragan. Elle retombe alors sous forme de pluie diluvienne sur le passage du phénomène. Plus le réchauffement est important, plus ces précipitations vont être fortes. Pour un scénario de 3 degrés, leur niveau devrait grimper de plus de 20%. Dans l'Atlantique Nord, les cyclones risquent aussi de se déplacer. Ces phénomènes extrêmes naissent habituellement sur les eaux chaudes des tropiques. Mais les ouragans qui frappent aujourd'hui les Caraïbes et les côtes américaines pourraient peut-être évoluer demain vers les côtes européennes. En 2005, on a vu le cyclone le plus nord qu'on avait enregistré dans l'océan Atlantique, puisque c'est un cyclone qui est monté jusqu'au niveau des côtes du Portugal. Avec le réchauffement climatique, effectivement, cette probabilité pourrait augmenter parce que les températures de surface de la mer augmentant, les conditions pourraient être réunies pour qu'un phénomène puisse monter jusque chez nous. Ça restera vraiment quelque chose de très peu probable, mais pas impossible. En 2100, les cyclones ne seront pas les seuls phénomènes météorologiques à devenir plus dévastateurs. Le réchauffement de l'atmosphère exacerbe en effet l'ensemble du cycle de l'eau. Demain, les orages seront donc plus violents avec des pluies plus abondantes. A l'inverse, sous l'effet des canicules, les grandes sécheresses estivales se feront aussi plus intenses encore. Les modèles climatiques simulent la répartition future de ces précipitations sur l'ensemble du globe. Tout au long du XXIe siècle, les contrastes se feront plus forts entre des régions déjà humides, qui recevront toujours plus d'eau, et des zones arides de plus en plus sèches. Le pourtour méditerranéen, le sud de l'Afrique et l'Amérique centrale pourraient devenir presque désertiques. Comment la nature pourra-t-elle alors résister dans un monde de plus en plus sec ? En plein désert d'Arizona se dresse Biosphère 2, le plus futuriste et le plus imposant des centres de recherche consacrés à ces questions. 1,7 hectare de verrières qui dissimule une véritable terre miniature. Construit à la fin des années 80, le complexe reproduit en effet les différents écosystèmes mondiaux. Une forêt tropicale comme en Amazonie, une savane comme en Afrique, et même un océan et son récif corallien. 3800 espèces différentes de plantes que l'on peut étudier sous une atmosphère hautement contrôlée. Les chercheurs de l'Université d'Arizona
exploite aujourd'hui cette installation pour simuler le climat de demain. On dispose de projections climatiques. On sait que dans certaines régions, il y aura plus ou moins d'eau, qu'il fera plus chaud et plus sec. Ce que l'on peut faire ici à Biosphère 2, c'est soit augmenter la température, soit la baisser. On peut ajouter plus ou moins d'humidité aux écosystèmes et voir comment ils réagissent. Ici, on peut tracer chacune des molécules du système, voir où elle va, d'où elle vient. Et ça, c'est vraiment unique. À Biosphère 2, c'est en particulier l'eau que l'on manipule. Au Laboratory Earth Observatory, une vaste serre de 2000 m² au cœur du complexe, on fait pleuvoir sur des sols apparemment vierges. Pourtant, tout un écosystème microscopique vit dans la Terre, la fait prospérer, la rend propice à la croissance d'une végétation ou propre à l'agriculture. Étudier comment les sols se transforment avec plus ou moins d'eau est fondamental pour anticiper à quoi la nature ressemblera demain. La terre du laboratoire est ainsi truffée de 1800 capteurs enfouis dans le sol qui scrutent les moindres interactions de l'eau avec cet écosystème complexe. Chercheur au laboratoire, Luc Pengel recueille et analyse quotidiennement des échantillons de cette humidité draguée par les sols. Ce que l'on peut faire ici, c'est observer ces sols à travers le temps, à mesure que l'on fait pleuvoir sur ces parcelles, à mesure que l'on manipule les cycles de température journaliers et saisonniers, à mesure que l'on introduit éventuellement de la végétation sur ces sols. On verra comment ces différents paramètres affectent les mécanismes d'érosion, comment ils changent la structure physique et chimique des sols, comment ils modifient le cycle de l'eau, du carbone et de l'énergie. De l'autre côté de Biosphère 2, les plantes tropicales sont sous la surveillance d'un autre chercheur, Joost van Aren. Pour ces arbres typiques de la région amazonienne, l'eau est vitale, mais le changement climatique pourrait bien les en priver. Les modèles nous disent qu'avec le changement climatique, ces régions seront de plus en plus arides. En Amazonie, la sécheresse sera tellement forte que toute la forêt pourrait se transformer en savane. Le destin de l'Amazonie est pourtant essentiel pour l'humanité. Aujourd'hui, les forêts anciennes constituent notre meilleur rempart contre le réchauffement. Par le biais de la photosynthèse, elles absorbent un tiers de nos émissions de CO2. Pour étudier comment l'Amazonie résisterait face aux sécheresses intenses de 2100, Joost van Aren a mené une expérience sur les arbres de Biosphère 2. Pendant 6 mois, ces plantes tropicales ont été privées de toute eau, simulant le climat de la fin du siècle dans certaines régions du Brésil. Jour après jour, le chercheur a analysé au plus près la réaction des arbres. Il est descendu dans des cavités pour étudier l'évolution des racines. Il a aussi sondé les feuilles pour mieux cerner leur mécanisme d'adaptation à la sécheresse. Et les premiers résultats ne sont guère rassurants. Ce qui semble se passer, c'est que les arbres essaient de conserver leur eau. Certaines plantes ferment leurs stomates, ces petits pores dans les feuilles par lesquels le CO2 rentre et permet à la plante de faire la photosynthèse. Quand il y a moins d'eau disponible, la plante ferme ses stomates. Notre expérience a montré à ce jour une très forte réduction de la photosynthèse. Si l'activité de photosynthèse chute trop, il y aura alors encore plus de CO2 dans l'atmosphère, amplifiant encore davantage le réchauffement. Le changement climatique aura aussi des effets irréversibles sur la biodiversité elle-même. Année après année, mètre après mètre, les poissons, les oiseaux,
mais aussi les plantes migrent déjà vers des latitudes plus élevées en quête de fraîcheur. Mais les animaux du Grand Nord, comme les phoques, ours et renards polaires, ne trouveront bientôt plus de terre à gagner. Très sensibles à la chaleur, les coraux et les milliers d'espèces de poissons tropicaux qu'ils abritent sont aussi particulièrement menacés. Sous un réchauffement massif, 1/5 de la faune et de la flore serait peut-être vouée à disparaître d'ici la fin du siècle. Des glaces aux océans, de la météo aux écosystèmes, aucune facette de notre planète ne sera épargnée par le dérèglement climatique. Sous le coup de ces différents impacts conjugués, nos sociétés n'en sortiront pas indemnes. Et nous ne serons pas tous égaux face à ces profondes mutations. Économiste au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, Vincent Viguier étudie l'impact du réchauffement sur les populations. Les pays en développement seront beaucoup plus touchés que les pays développés. C'est aux latitudes tropicales que les impacts du changement climatique sont les plus graves, notamment pour tout ce qui concerne les catastrophes naturelles et pour tout ce qui concerne la baisse de l'accès à l'eau. C'est aussi parce que les pays en développement ont à l'heure actuelle des économies qui sont plutôt plus basées sur l'exploitation des ressources naturelles et notamment la production alimentaire que les pays développés. Et tout ce qui est lié à l'agriculture, ou à l'élevage, c'est quelque chose qui est très impacté par le changement du climat. Le réchauffement global va accroître des inégalités déjà criantes entre pays industrialisés et pays en développement. En Afrique en particulier, les rendements agricoles baisseront jusqu'à 25% à un moment où la population sera en pleine explosion démographique. L'accès à la nourriture pourrait devenir ici toujours plus critique. Face à ces crises majeures, de nombreuses tensions pourraient alors éclater. Lorsqu'il y a des zones dans lesquelles la production alimentaire diminue, dans lesquelles l'accès à l'eau diminue, historiquement, ça a vraiment été des sources de conflits importants, que ce soit des conflits entre États ou des conflits au sein d'États. Il peut y avoir aussi des tensions liées à des déplacements de population. Et du coup, gérer les déplacements de population de plus de 100 millions de personnes dans le monde, c'est quelque chose qui peut vraiment poser des problèmes géopolitiques relativement importants. Tout au long du XXIe siècle, l'humanité devra s'adapter pour se préparer aux vastes mutations qui l'attendent. Mais peut-être existe-t-il une autre solution. Ce monde si catastrophique n'est pas une fatalité. L'humanité a aujourd'hui encore la possibilité de limiter l'ampleur du réchauffement à venir, de rester sous la barre fatidique des 2 degrés en 2100. Quand on compare 2 degrés à 4 degrés, les gens nous disent « mais alors bon, pourquoi ça irait bien à 2 et puis pas bien à 4 ?» Eh bien parce que dans le cas du scénario émetteur, ce n'est pas du tout stabilisé à la fin du siècle. On irait vers 6-7 degrés à la fin du siècle prochain. Et c'est ça la difficulté. Tandis que dans le cas du scénario sobre, celui qui va vers, disons, qui répond à cet objectif 2 degrés, eh bien le climat s'est stabilisé d'ici la fin du siècle et donc on resterait à ce niveau-là au cours du siècle prochain. Il y a donc urgence, non seulement pour le climat de 2100, mais aussi pour celui des siècles à venir. Du côté des scientifiques, les recherches se multiplient pour inventer les technologies qui nous aideraient à respecter cet objectif de 2 degrés. Certains s'inspirent des volcans dont les cendres masquent ponctuellement le rayonnement solaire. L'idée serait alors de projeter en continu des particules de soufre dans la haute atmosphère. En recevant moins d'énergie, la Terre pourrait alors se refroidir. Cette technologie, et c'est pour ça qu'on en parle, elle a 2 spécificités, c'est qu'elle est probablement techniquement possible, économiquement probablement possible, mais s'il fallait arrêter pour une raison quelconque, disons dans 10, 20, 30, 40 ans, puisque là il faudra augmenter la dose chaque année, eh bien cet arrêt se traduirait par un réchauffement rapide et important sur quelques années. C'est-à-dire que si on commence à faire ça, là on laisse vraiment une bombe à retardement à nos enfants et petits-enfants, c'est très clair. La seule solution durable n'est donc pas entre les mains des scientifiques, mais bien aujourd'hui entre celles des décideurs.
Depuis 1992, les responsables politiques du monde entier se réunissent chaque année lors de grandes conférences sur le climat. Mais ils peinent à trouver un accord pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il devient impératif de signer un traité ambitieux le plus tôt possible. Est-ce que ça a un sens de dire qu'il est trop tard? Moi, je ne crois pas en l'apocalypse. Je crois juste que ça va être plus difficile et que ça va coûter plus cher. Il n'est jamais trop tard, mais plus on agira vite, plus le monde de demain sera meilleur. Je pense que le début du XXIe siècle, c'est une période charnière où soit on laisse filer l'expérience et puis on se dit que nos enfants seront plus malins que nous et réussiront à s'adapter en permanence à un climat qui continuera à changer, ou alors on prend nos responsabilités. On prend des actions qui sont difficiles, on change notre système énergétique et on arrive à limiter notre impact sur l'évolution future du climat. Il a le choix. Mais on a une marge de manœuvre qui est extrêmement importante. Par leurs nombreuses investigations, les scientifiques nous prouvent aujourd'hui que notre planète est dans un équilibre fragile qu'il est très facile de déstabiliser. Avec un seul élément déclencheur, l'augmentation de l'effet de serre, toute la mécanique climatique peut se dérégler, menant à un monde plus extrême et plus injuste. Malmenée, la Terre nous rappelle désormais à l'ordre. Elle nous offre l'opportunité de réfléchir à un mode de développement durable, plus respectueux de notre environnement et de nos semblables. Le visage du monde de 2100 dépend avant tout de nos choix d'aujourd'hui.